Quelles vont être les futures capacités de Luffy maintenant qu'il a éveillé son fruit du démon? L'auteur arrivera-t-il à nous amener au-delà de l'imagination grâce au Gear 5 de Luffy et ce avant la fin du manga? Car oui, qu'on le veuille ou non, le manga touche à sa fin, et ce malgré plein de questions et de mystères que l'auteur n'a toujours pas élucidés. Comme le déroulement de la bataille de God Valley, celui du passé de Kuma, mais aussi de savoir quel est l'éveil du Itoi Tonomi de Chopper ou encore si Big Mom reviendra d'ici la fin de l'œuvre. Donc si vous voulez connaître les réponses à toutes ces questions, vous êtes au bon endroit, car c'est dans cette vidéo qu'on va essayer d'y répondre. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à ceux qui le feront et on est parti pour la vidéo juste après un court placement de produit. Si vous aussi vous êtes de grands théoriciens One Piece, alors ce jeu est fait pour vous. Rhea est le premier jeu fantasy manga au monde qui vous permet de collectionner, échanger et revendre des cartes uniques de personnages de One Piece. Le concept est simple, créez votre propre équipage composé de 5 personnages et gagnez des points en fonction des actions qui se produisent dans les chapitres publiés chaque semaine. Par exemple, si Lucci se trouve dans votre équipage de la semaine et qu'il apparaît dans le chapitre de cette même semaine, vous gagnez des points. Si Zoro donne un coup d'épée, tous les épéistes de votre équipage vous rapporteront des points. Ou encore, si un détenteur de Paramecia utilise son pouvoir, tous les possesseurs de Paramecia de votre équipe vous apporteront des points eux aussi. Par la suite, les joueurs les mieux classés après la publication du chapitre seront récompensés en cartes, argent et autres cadeaux. Alors n'hésitez plus et venez commencer cette grande aventure. À l'inscription, vous recevrez 10 cartes gratuites qui vous permettront de bénéficier de l'expérience complète du jeu et ce de façon totalement gratuite. De plus, les 200 premiers inscrits recevront une carte rareté limited gratuitement et les 200 premiers acheteurs recevront 2 cartes de rareté limited supplémentaires. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur le lien en description. Et pour toute question, n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord de Rhea, le lien est en description. Merci à ceux qui iront jeter un coup d'œil car ça aide la chaîne à grandir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Au jour d'aujourd'hui, une nouvelle génération d'empereurs a été nommée, laissant une partie de l'ancienne sombrer dans les abîmes du passé. Mais certains éléments du manga peuvent laisser entendre que Big Mom n'a pas complètement fini son arc narratif. On va donc essayer de comprendre dans cette théorie pourquoi l'impératrice pirate pourrait bel et bien faire son retour comme beaucoup de personnes de la communauté le pensent. Le premier élément qui nous fait dire que Big Mom n'est pas morte est qu'elle dit elle-même que ce que Law et Kid lui ont fait ne va pas la tuer. Ensuite, on peut aussi noter que si Big Mom était vraiment morte, que la logique voudrait que Zeus meure lui aussi. Or, à l'heure actuelle, Zeus est toujours en vie. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, personne dans l'histoire de One Piece ne considère l'île des hommes poissons comme étant le territoire de Luffy au chapeau de paille. Beaucoup de fans pensent que c'est le cas, mais ce n'est pas ce que l'histoire suggère. En effet, cette île n'était pas un territoire que Luffy revendiquait lorsqu'il a quitté l'île des hommes poissons. Luffy a seulement dit qu'il ferait de l'île des hommes poissons son territoire, pas qu'il l'était. De plus, au moment où la famille royale partait pour la rêverie, il est dit que désormais l'île des hommes poissons devrait compter sur la protection de Luffy. Mais dans la version anglaise, il est dit que l'île des hommes poissons devrait probablement compter sur Luffy pour se protéger. On comprend donc que rien n'est sûr dans cette décision, mais surtout que rien n'est officiel étant donné qu'il s'agit d'une discussion privée entre les membres de la famille royale et non d'une annonce officielle. Donc techniquement, l'île des hommes poissons est toujours sous la protection de l'équipage de Big Mom. Ensuite, revenons au chapitre 651. Au moment où Luffy dit qu'il va trouver Big Mom, lui botter le cul dans le nouveau monde et revendiquer l'île des hommes poissons comme son territoire. Ici, on comprend que Luffy fera de l'île des hommes poissons son territoire seulement après avoir vaincu Big Mom. Seulement, depuis cette déclaration, il a bel et bien trouvé Big Mom. Mais quand lui a-t-il botté le cul ou revendiqué l'île des hommes poissons? Bah en fait, à aucun moment. Certains d'entre vous pourraient suggérer que Luffy a battu Big Mom sur Whole Cake, qu'il a détruit son gâteau, qu'il a pris le Road Poneglyph et qu'il a réussi à s'enfuir. Et à ça je vous réponds que ce n'est pas le cas. Dans cet arc, l'auteur nous a fait comprendre que leur objectif n'était pas de se battre comme Nami le dit au chapitre 870. Leur objectif était uniquement de récupérer Sanji et le Road Poneglyph et de partir. Puis, quand ils sont arrivés là-bas, Sanji a voulu sauver sa famille, donc au final, ils avaient 3 objectifs et lorsque ces 3 missions ont été accomplies, ils n'ont rien dit de plus et ont fui Whole Cake Island. On peut également ajouter à cela que Luffy a promis à 2 reprises de vaincre Big Mom. La première c'était au chapitre 871, quand les 2 pirates ont eu un échange de coups, et la seconde c'était à la fin du combat opposant Luffy à Katakuri au chapitre 896 au moment où Luffy lui promet de revenir pour vaincre son capitaine. Par la suite, l'auteur a confirmé à la toute fin de Whole Cake que Big Mom n'a jamais perdu contre Luffy.
Mais du coup, on pourrait penser que l'Alliance l'a vaincu sur Onigashima, et que donc cela compte pour ce que Luffy a dit. Et à cela, je vous réponds que non, car Luffy ne comptera jamais une victoire acquise par d'autres pirates comme la sienne. Et ensuite, quand a-t-il annoncé que l'île des hommes poissons était devenue son territoire ? Je peux vous assurer avec certitude que cette question ne s'est jamais posée. Et pour montrer comment cela ne s'est jamais produit, nous pouvons regarder comment Oda nous a montré la façon de réellement revendiquer l'île des hommes poissons avec Barbe Blanche. Sur cette case, Barbe Blanche fait savoir au monde et aux pirates qu'ils ne peuvent plus toucher à ces terres. Mais on a également déjà vu de quelle manière Luffy revendique un territoire à la fin de Wano, et à aucun moment une scène pareille ne s'est déroulée au sujet de l'île des hommes poissons. Donc l'île des hommes poissons est un territoire disputé entre Luffy et Big Mom, mais ce n'est absolument pas un territoire placé sous la protection des chapeaux de paille. Car Luffy revendiquera cette île comme la sienne uniquement quand il aura botté le cul de Big Mom comme il l'a dit au chapitre 651. Donc tout ça pour dire que le personnage de Big Mom a encore des choses à raconter à ce sujet, étant donné que la dispute entre Luffy et Big Mom au sujet de l'île des hommes poissons n'a pas encore été réglée. Maintenant, c'est au chapitre 1052 que les signaux du CP0 ont été bloqués par une force mystérieuse. Et c'est seulement un chapitre plus tard que Morgan nous a révélé qu'il s'agissait des pirates de Big Mom. Mais du coup, si Big Mom est morte, pourquoi son équipage viendrait prendre la peine de se battre contre les navires du gouvernement pour entrer sur Wano après la fin des combats ? Pour moi, la raison la plus logique serait qu'ils soient revenus pour récupérer leur capitaine. Seulement, comment savent-ils que Big Mom est encore en vie et comment savent-ils où elle se trouve ? Eh bien, un seul élément peut répondre à cette question, la vive carte de Big Mom qui est en possession de Perospero. Car rappelons qu'en plus de donner des indices sur l'état de santé d'une personne, une vivre carte peut aussi nous mener à elle comme Laura l'explique au chapitre 489. Maintenant, Perospero est finalement arrivé sur Onigashima, et s'est ainsi séparé de son équipage. Donc ce qui est arrivé à cette vive-carte est un mystère à l'heure actuelle. Mais si Perospero est suffisamment fiable pour en avoir une, qui nous dit que Smoothie ou Daifuku n'en ont pas ? Ou qu'Amande n'a pas avec elle la vive-carte qu'elle a volée à Nami ? Ou même que Perospero ait laissé celle qu'il possédait sur le navire de Big Mom. Bref, il y a énormément de possibilités, mais au final, une des vives cartes de Big Mom pourrait très bien permettre à son équipage de la récupérer si elle est toujours en vie. Après coup, c'est lorsque les pirates de Big Mom se sont fait renverser de la cascade une deuxième fois par Marco, que nous les voyons parler de la folie que cette cascade soit le seul moyen d'accéder à Wano. Mais nous, lecteurs, savons déjà que ce n'est pas le seul moyen d'accéder à cette île car il y a aussi le port de Mogura. Port pour lequel il faut l'autorisation de Kaido ou d'Orochi pour entrer et sortir de Wano. Et comme on a pu le constater, le CP0 se trouvait sur Wano. Ils ont donc sûrement emprunté ce passage pour entrer sur le territoire, ce qui signifie qu'ils sont au courant de son existence. Et dans ces conditions, les pirates de Big Mom auraient très bien pu obtenir l'information du CP0 d'une manière ou d'une autre au moment où ils ont brouillé leur signal. Cela nous amène à nous poser une autre question. Où Big Mom est-elle tombée après avoir été éjectée d'Onigashima par Law et Kid ? Eh bien, sacrément proche du port de Mogura, comme on peut le constater. Donc avec tous ces éléments, il se peut que l'auteur fasse en sorte que l'équipage de Big Mom réussisse à trouver leur capitaine. Maintenant, lorsque Stussy a trahi le CP0 sur Egghead, beaucoup ont souligné le foreshadowing d'Oda concernant sa morsure sur Kaku en notifiant que Stussy avait choisi de boire de la girafe au mariage de Big Mom. Et si on suivait cette même logique en pointant du doigt l'une des autres options proposées par Smoothie ? En effet, lors de la Tea Party, Smoothie a aussi proposé un bloc de lave du volcan Mori à ses invités. On constate donc que Smoothie est capable d'extraire de la roche volcanique grâce à ses capacités. Donc il serait tout à fait possible qu'à l'instar du foreshadowing du jus de girafe pour Stussy, que le jus de bloc de lave du volcan Mori soit un foreshadowing sur la façon dont Smoothie pourrait sauver Big Mom en extrayant la lave de son corps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie et si pour vous Big Mom va finir par faire son retour ou pas. Apparu pour la première fois durant la guerre d'Onigashima, le Gear 5 est la forme éveillée du fruit de Luffy. Cette technique s'est déclenchée suite au réveil de Nika dû à la mort supposée de Luffy. Ce Gear nous fut révélé en même temps que le réel nom du Gomu Gomu no Mi, l'Ito Ito no Mi modèle Nika, dieu du soleil. L'éveil de ce fruit confère au corps en caoutchouc de l'utilisateur une force et une liberté accrues, lui permettant ainsi de se battre comme bon lui semble. Le pouvoir de ce fruit est si extravagant qu'il est décrit comme étant le pouvoir le plus ridicule du monde. Lors du peu d'apparition du Gear 5, Luffy nous a dévoilé plein de nouvelles capacités comme une maîtrise parfaite de son physique, l'extension de ses pouvoirs à son environnement que ce soit sur les éléments qui l'entourent ou sur ses ennemis, ou encore la maîtrise d'éléments intangibles comme l'air ou les éclairs. Et dans cette théorie, nous allons théoriser sur les futurs pouvoirs et capacités du Gear 5 de Luffy. Pour commencer, c'est lors de ce combat contre Kaido que Luffy a été capable de devenir un géant avec son Gum Gum Gigant. Le Gear 5 lui permet donc de modifier son physique comme il le souhaite.
Et si on part de ce principe, il se pourrait alors que Luffy nous dévoile une forme aussi grande que Oz ou que Sandron Wolf. Sinon, il n'est pas non plus impossible qu'à l'inverse, Luffy soit amené à réduire sa taille afin de devenir minuscule. Déjà, cela pourrait lui permettre de se cacher pendant ses combats afin de prendre ses ennemis par surprise. Mais il pourrait également échapper temporairement à ses ennemis comme il a déjà eu besoin de le faire par le passé. Autrement, en devenant minuscule, Luffy pourrait en cas de besoin s'introduire dans le corps de son ennemi comme il l'a fait contre Kaido. Une autre nouvelle capacité de Luffy est la création d'objets physiques comme on a pu le voir dans le chapitre 1070, au moment où il crée des lunettes parfaitement fonctionnelles lors de son combat contre Lucci. Il est donc tout à fait possible qu'avec ces nouvelles capacités que Luffy fasse apparaître d'autres objets du genre. Mais si Luffy peut bel et bien créer n'importe quel objet et ce à volonté, il se pourrait qu'il soit amené à créer une lance et une épée qui sont les objets que possède la silhouette de Nika au moment de son introduction par Wuzbu au chapitre 1018. Une autre capacité que Luffy pourrait développer serait la maîtrise des éléments et plus particulièrement l'élément du feu. La première chose qui pourrait laisser sous-entendre que Luffy sera capable de maîtriser le feu est qu'il utilise déjà cet élément via le Red Hawk ou le Red Rock. Et même si l'apparition de cet élément dans certaines attaques de Luffy n'est que la conséquence du frottement de son haki avec l'air et non une réelle maîtrise comme c'est le cas pour Sanji, les Lunaria ou encore le détenteur du Mera Mera no Mi, le voir utiliser le feu de cette façon peut laisser sous-entendre que Luffy sera capable de vraiment le maîtriser. Ensuite, comme on l'a vu avec Kaido ou encore Yamato, les Zoan mythologiques peuvent se servir d'éléments comme la glace, le vent ou même le feu. Il est donc tout à fait logique de penser que l'éveil du Zoan mythologique de Luffy lui permette à lui aussi de maîtriser des éléments. Et en tant que dieu du soleil, s'il y a bien un élément que Luffy pourrait maîtriser, ce serait bien le feu. Autrement, une énième capacité que Luffy pourrait nous dévoiler serait la manipulation d'éléments intangibles comme l'eau par exemple. Effectivement, Luffy nous a déjà démontré qu'il était capable de manipuler les éclairs pour en faire des fouets ou d'utiliser l'air comme point d'appui pour courir lors de son combat contre Kaido. Donc le voir maîtriser d'autres éléments intangibles comme l'eau, le feu, la lave ou même la lumière pour l'aider dans ses combats serait tout à fait possible. Avant de continuer, je voulais simplement remercier Typical Joe qui est l'auteur des deux théories qui vont suivre et qui a bien voulu me laisser les illustrer dans cette vidéo. Du coup, je vous invite à aller voir son Twitter dont le lien est en description. L'Ito Itonomi est un fruit du démon de type Zoan qui a permis à un renne de devenir à moitié humain. En consommant ce fruit, Chopper a pu devenir aussi intelligent qu'un humain, ce qui lui a permis de comprendre et de communiquer dans le langage humain, ou même de se transformer en une forme hybride humaine-reine. Mais comme tous les fruits du démon, l'Ito Itonomi a forcément un éveil. Et ce fait nous amène donc à nous poser des questions comme quel sera l'éveil du fruit du démon de Chopper et comment l'atteindra-t-il. La première chose que l'on note est que le fruit de Chopper est l'un des modèles Ito Itonomi. Les deux seuls autres exemples de fruits de Zoan type humain sont le Nika de Luffy et le Bouddha de Sengoku, mais ces deux fruits-là sont des Zoan mythologiques. Ensuite, comme Vegapunk l'a expliqué au chapitre 1069, la plupart des éveils de fruits du démon de type Zoan submergent généralement l'esprit de leur utilisateur. C'est probablement parce que les fruits de type Zoan possèdent leur propre volonté et que l'éveil de celui-ci peut briser l'esprit de ceux qui ne sont pas préparés. Comme on a pu le voir à Impel Down avec les gardes démons qui sont des utilisateurs de Zoan qui étaient coincés dans leur forme animale et qui avaient effectivement perdu la tête. Cependant, Chopper a déjà eu une certaine expérience dans la prise de contrôle de capacité qui lui faisait perdre la tête grâce à la maîtrise du Monster Point. Ainsi, il semble être capable de surmonter le principal obstacle à la réalisation de son éveil. Ensuite, fait intéressant, dans les SBS du volume 20, quelqu'un a demandé à Oda ce qui se passerait si un humain mangeait le fruit du démon de Chopper. Oda a donné cette réponse évasive, suggérant que cela n'aurait aucun effet, autre que d'être comme devenir un adulte, ou trouver son véritable esprit. Cela peut suggérer que l'éveil de Chopper implique une sorte de contrôle sur le vieillissement. Nous avons peut-être déjà vu cela au moment où Chopper a subi les effets secondaires de ses Rumble Balls améliorés, quand on le voit devenir vieux et jeune en même temps. Ces éléments nous donnent une idée de ce que pourrait impliquer l'éveil de Chopper, mais du coup, quand et comment pourrait-il atteindre le stade d'éveil ? C'est au chapitre 1046 que Kaido explique que l'éveil se produit lorsque le corps et l'esprit atteignent un niveau de force et d'équilibre qui leur permet d'exploiter toute la puissance du fruit. Cela signifie que la volonté de l'utilisateur doit se synchroniser avec la volonté du fruit du démon. Et comme on le sait, le rêve et la volonté de Chopper est de créer un remède à toutes les maladies. Mais du coup, quelle est la volonté de son fruit ? Pour trouver la réponse, on va regarder dans le One Piece Magazine volume 6, dans lequel on apprend que le fruit du démon de Chopper est en fait un champignon. Et fait intéressant, pendant l'arc Drum Island, Dalton et les villageois ont parlé d'un champignon légendaire qui pourrait guérir toutes les maladies. Il se pourrait donc que ce champignon soit justement l'Ito Itonomi de Chopper. Cela ajouterait une couche supplémentaire de tristesse à la trame de fond de Chopper, comme cela signifierait qu'il ne savait pas que lui-même avait déjà mangé le champignon qui aurait guéri Iluluk. Mais du coup,
Il se pourrait que l'éveil de Chopper lui permette de réaliser son rêve et de guérir n'importe quelle maladie. Mais alors, quand y parviendra-t-il? Il se peut que cet éveil soit le plus susceptible de se produire pendant la bataille des Mugiwara contre les pirates de Barbe Noire lors de son combat contre Dokkyu, qui rappelons-le possède le fruit de la maladie. Donc par son éveil, Chopper remplirait son serment de guérir toutes les maladies en faisant de lui-même le remède miracle. Si Chopper parvient à cet éveil, il aura très probablement l'effet de nuage que Luffy, Lucci et d'autres ont également. Donc en résumé, il se peut que Chopper atteigne l'éveil de son fruit du démon et que cela se produise lors de son combat contre Dokkyu. Cet éveil pourrait s'avérer être une forme perfectionnée du Monster Point avec des nuages de rose et des fleurs de cerisier autour de ses épaules, ce qui ferait que Chopper devienne ainsi le remède à toutes les maladies. Et si la bataille de God Valley nous était dévoilée dans le flashback de Kuma? Dans les quelques souvenirs que l'on a pu apercevoir de Kuma, on a vu qu'étant jeune, que ce dernier possédait la marque des esclaves des dragons célestes sur son dos, mais que cette marque était différente de la marque habituelle. Nous pouvons également voir un dragon céleste regarder les autres esclaves battre Kuma. Et comme l'auteur ne nous a pas dévoilé l'endroit où se déroulent ses souvenirs, on en conclut qu'il y a peu de chances que tout cela se soit passé sur Marijoa. Et à notre connaissance, il n'y a qu'une seule autre réponse possible, God Valley. Si cette révélation s'avère être vraie, elle sera directement liée aux informations que nous avons apprises au chapitre 957 avec Roger et Garp qui se sont battus pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves. Tout cela nous amène donc à parler de Figerland Garling. Figerland Garling est connu parmi les dragons célestes comme étant le champion de God Valley. Donc logiquement, il devait lui aussi avoir joué un rôle dans ce conflit. Cependant, d'après ce que nous savons, c'est probablement faux, étant donné que nous savons que c'est Garp et Roger qui ont fini par protéger les dragons célestes. Il se pourrait alors que cela soit directement lié à la raison pour laquelle Garp déteste tant les dragons célestes. Garling aurait peut-être forcé des esclaves à se battre pour lui, ce qui aurait conduit Garp à intervenir. Si ces détails s'avèrent être vrais, alors le flashback de Kuma peut être un flashback déguisé de God Valley ou du moins des fragments de celui-ci. En étant témoin d'au moins une partie de la bataille de God Valley, cela nous mènerait ensuite à la prochaine étape du flashback de Kuma, son évasion de l'esclavage et les débuts de sa nouvelle vie. L'auteur nous a déjà montré un aperçu de ce à quoi ressemblait Kuma à cette époque. On peut noter que cette conception du jeune Kuma semble être basée sur l'histoire de Ninomiya Sontoku. Né sous le nom de Ninomiya Kinjiro le 4 septembre 1787 à Kayama au Japon et décédé à l'âge de 69 ans le 17 novembre 1856, Ninomiya était un philosophe, militant du monde agricole, moraliste et économiste japonais. Ce dernier est souvent représenté par la statue d'un enfant lisant un livre en marchant avec du bois sur son dos. Il a perdu ses parents dans sa jeunesse, mais il s'est reconstruit une famille à l'âge de 20 ans et il a par la suite reconstruit pas moins de 600 villages. Bien sûr, cela est directement lié à la naissance de la fille de Kuma, Bonnet, et à la formation de son propre royaume, le royaume de Sorbet. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard dans la vidéo. Si le personnage de Kuma a bien pour inspiration Ninomiya Sontoku, à cette étape de sa vie, de l'âge d'environ 10 à 20 ans, Kuma est supposé avoir mené la vie d'un vagabond avant de trouver son chemin pour réaliser tout ce qu'il a fait. C'est probablement à cette époque que Kuma aurait rencontré pour la première fois le jeune Monkey D. Dragon. Il se peut que Kuma et Dragon se soient rencontrés alors qu'ils étaient jeunes adultes, marquant les débuts du groupe connu sous le nom de Freedom Fighter. Et ce n'est que lors de l'incident d'Ohara, il y a 22 ans, que ce groupe a évolué pour devenir l'armée révolutionnaire. Ce passage de la vie de Kuma inclurait aussi les origines de sa relation avec Ivankov, car nous savons de leur interaction à Marineford que ces deux-là étaient à l'origine des amis très proches. Nous verrons donc très probablement leur première rencontre lors de ce flashback. Si nous combinons tous ces éléments, alors nous pouvons dire que le rôle de Kuma dans les Freedom Fighters était de protéger les petits villages des oppressions du gouvernement avec l'aide de Dragon et Ivankov. Kuma aurait libéré tous ces petits villages afin de former un royaume qu'il aurait nommé le royaume de Sorbet. Cela nous ramène une fois de plus à l'inspiration de Ninomiya Sontoku. Sontoku était célèbre pour son attitude envers l'importance de l'agriculture, estimant que personne ne devait être autorisé à mourir de faim. En cela, la philosophie originale de Kuma serait de ne pas laisser les gens mourir de faim. Si Kuma a bien cette volonté d'aider les gens à ne pas mourir de faim, tout comme Ninomiya Sontoku, cela correspondrait parfaitement avec l'idée que Bonnet, sa fille, mange toujours car rien n'aurait rendu Kuma plus heureux que de voir sa fille ne pas pouvoir connaître la famine. Par la suite, en tant qu'ancien esclave, membre des Freedom Fighters et roi autodidacte, Kuma serait rapidement devenu un ennemi du gouvernement mondial. Le royaume de Sorbet était très probablement non affilié, et pour cette raison, le gouvernement aurait voulu en faire un exemple. Il se peut donc que le gouvernement mondial ait utilisé tout cela comme excuse pour lancer une attaque contre le royaume de Sorbet, et ce serait ici que la tragédie aurait rattrapé Kuma, et pourrait nous révéler la raison pour laquelle Kuma s'est ensuite abandonné au projet Pacifista. Il se pourrait que cette bataille ait causé la mort de sa fille.
Si cela est vrai et que la véritable Bonnet est décédée lors de l'incident du royaume de Sorbet, cela pourrait également fournir une explication sur la façon dont Kuma a fini par être connu sous le nom de tyran. La mort de sa fille aurait poussé Kuma à entrer dans une rage aveugle contre les forces du gouvernement mondial. Mais si Bonnet est morte lors de cet incident, comment se fait-il qu'elle soit encore en vie aujourd'hui? Bah, il se peut tout simplement que cela soit lié aux expériences sur les souvenirs que Vegapunk menait. La Bonnet que nous connaissons serait en fait un clone fabriqué à partir des souvenirs de Kuma grâce au docteur Vegapunk. S'il s'avère que cela soit juste, cela pourrait expliquer pourquoi Kuma était prêt à abandonner son humanité, car pour une raison encore inconnue, le fait de sacrifier ses souvenirs et son humanité aurait été ce qui a permis à sa fille bien-aimée d'avoir une seconde chance dans la vie. Et puis cela expliquerait aussi pourquoi Kuma a fait promettre à Vegapunk de cacher son secret à sa fille, pour éviter de lui faire mal en la laissant découvrir la vérité, mais surtout pour lui cacher le fait qu'elle soit un clone. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à ceux qui le feront et salut!